Sans ces quelques repères éthiques, ces pivots de l'éthique qu'on pourrait développer, il n'y aurait pas de père. La paternité passe par la parole. Sans parole, il n'y aurait pas de père. Soit la parole du mariage, dont découle la paternité, la présomption de paternité, qui demeure le cœur du mariage, disait un grand juriste, soit la parole de la reconnaissance. Tu es mon fils. Celui-ci est mon fils, puis tu es mon fils. La parole de nomination. Denis Vasse dit que ce qui caractérise le père, c'est la nomination. Soit nommé, tu es mon fils, ce qui veut dire j'accepte d'être ton père, de tenir une place unique, soit donner son nom. Et malgré les lois pseudo-égalitaristes que nous connaissons en Europe, le don du nom par le père reste symbolique, reste valorisé, reste largement majoritaire, même dans des pays comme l'Espagne. De même que la mère a manifestement donné la vie charnelle, corporelle, de même que le père donne le nom. Du coup, elle passe aussi par l'institution. Dans l'institution non plus, il n'y aurait pas de père. L'institution du mariage, des structures familiales, de la loi qui régit tout cela. Donc, étant la charnière du corps et de la parole, du corps et de l'institution, nous comprenons pourquoi le lien paternel est à la fois très fort et très fragile. C'est curieux, vous voyez. Très fort, parce qu'il est à la convergence du corps et de la parole. Fragile, parce que quand les deux se dissocient, quand il y a l'un sans l'autre, évidemment, il est moins évident. En tout cas, donc, il a besoin de l'appui de la société. S'il n'est pas appuyé par la société, il est encore plus fragile. C'est un des problèmes actuels. Donc, cela dit, pouvons-nous aller plus loin dans la caractérisation de quelques traits spécifiques du père. On ne peut pas aller trop loin, parce que très vite on donne dans les données culturelles. Simplement, je crois quand même qu'il y a des caractères irréductibles du père. J'ai profilé un peu dans mon ouvrage « Passeur de vie ». Tout d'abord, il m'arrive parfois d'oser avancer une définition du père. Quand je dois être très bref, sinon on peut développer davantage, je dis que le père, c'est celui qui prononce et incarne une parole d'appel. Il prononce et incarne une parole d'appel. Une parole spécifique. La parole de la mère aussi peut être une parole d'appel. Mais ce n'est pas cela qui fait qu'elle est mère. Tandis que la parole d'appel est cela qui fait qu'un père est père. Du coup, donc, il a une autorité spécifique, qui n'est pas la même que l'autorité de la mère. Il y a l'autorité de la mère, mais celle du père n'est pas la même. Alors, quelques mots, donc, pour essayer de profiler davantage ces caractéristiques. Je retiens 7 mots. Je peux bien développer. Le premier, donc, serait distance, qui, d'ailleurs, va de pair avec proximité. 2 mots, distance et proximité. Le père, donc, se place à distance. Il n'est pas celui qui accouche dès le début, il est à côté, aux côtés de la mère. Il est extérieur à la dyade, au duo mère-enfant. Dès le commencement, il est en position de tiers. Il est le tiers, il est à distance. De la conception même, selon l'heureuse expression d'une de mes collègues, il rend présent ce qui vient d'ailleurs. Et donc, souvent, le père garde cette fonction. C'est plus profond, et je crois, que le fait qu'il travaille à l'extérieur et la mère non, c'est beaucoup plus profond que cela. Il rend présent ce qui vient d'ailleurs. Il est à côté, aux côtés. Et donc, dans les témoignages que j'ai réunis dans mon ouvrage, Passeur de vie, j'ai rassemblé une quarantaine de témoignages de gens qui me font un portrait de leur père, portrait flash, la première image qui leur vient de leur père, bonne image à se poser, bonne question à se poser. Bien souvent, donc, on voit ces pères avoir une fonction exploratoire, accompagner leur enfant dans l'exploration du monde, dans des musées, dans des pays, dans des sports, etc. Donc, il semble qu'il y ait une secrète parenté entre le père et l'extériorité, l'ailleurs, le plus loin. Ça n'empêche pas qu'en même temps, donc, il y ait une proximité.
Et les jeunes pères, donc, parfois sont plus présents en proximité que les pères d'autrefois, qui parfois étaient un peu absents, un peu lointains. Et donc, ils arrivent parfois à un heureux alliage entre les deux. Sur ce mariage de proximité et de distance, cette intimité étonnante entre un père et un fils, j'ai un témoignage que j'ai mis en note dans mon ouvrage, mais qui reste important pour moi, 10 ans après. Donc, je vous le cite, parce qu'il m'a parlé, ce témoignage. Il me revient souvent. C'est dans un roman de Roger Martin Dugard. Il décrit un père qui était très distant, le père à l'ancienne, des années 30, peu parlant, taciturne, très distant. Et pourtant, donc, le personnage dit ceci. Qu'ai-je connu de lui? Une fonction, la fonction paternelle. Mais lui, l'être qu'il était, quand il se trouvait seul en présence de lui-même, qui était-il? Je n'en sais rien. Et de moi, que savait-il? Moins encore, rien. N'importe quel camarade de classe, perdu de vue depuis 15 ans, en sait sur moi davantage. Et pourtant, j'ai maintenant la certitude, avec le sentiment, que malgré tout, bien que je n'ai jamais constaté entre nous le moindre commencement d'échange, malgré tout, il n'y a jamais eu et jamais plus il n'y aura dans le monde un autre être si bien fait pour être compris de moi dans les profondeurs de son essence, ni mieux fait pour pénétrer d'emblée les profondeurs de la mienne, parce qu'il était mon père, parce que je suis son fils. Vous voyez, curieux alliage de distance dans ce cas-là, spécialement grande, et quand même, il y a une proximité unique, parce qu'il est mon père, parce que je suis son fils. Entre proximité et distance, les pères sont souvent aux frontières, aux limites, et une troisième leçon serait celle de limite. Notamment, donc, le père peut apporter une limite à toute puissance maternelle ou à la trop grande bienveillance, sollicitude de la mère. Un mot typique du père dans le témoignage que j'ai réuni, c'est « ça suffit », au centre de la limite. Une quatrième notion serait celle de force. Il y a une force qui tient au corps masculin, qui est spécifique. Il y a aussi une force du féminin. Il y a une force du masculin. Et les enfants aiment être portés sur les épaules de leur père, par exemple, ou se battre avec leur père, aiment sentir sa force, sa grandeur, sa verticalité. Guy Corneau écrivait « Manquer de père, c'est manquer de colonne vertébrale ». Donc, un père est un homme qui a un corps d'homme, avec une voix d'homme, une force. Et du coup, des gestes différents, des jeux différents. On a étudié la différence entre les jeux de la mère et ceux du père. Les jeux du père sont plus brusques, plus risqués, etc. Donc, une force. Un cinquième point serait un repère identificatoire. Le garçon a besoin d'un repère identificatoire masculin pour se sentir homme. Les psy nous disent que c'est entre 18 et 24 mois qu'il est important qu'il s'identifie à son père et non plus à sa mère. Mais pour la petite fille aussi, ce repère compte. Le père est le premier homme qui l'a aimé, qui l'a admiré, qui l'a trouvé belle, qui lui a fait des compliments sur sa robe, sa tenue, ses cheveux. Et ça compte beaucoup, ce premier homme qu'il a aimé, qu'il a reconnu. Pour une petite fille, différents textes montrent que quand une petite fille n'a pas connu cela, ça peut lui manquer toute sa vie. Le dernier trait que j'avais noté, c'est l'humour. Les pères ont plus d'humour que les mères étant plus proches du sérieux, de la sollicitude, sont souvent très attachés aux nécessités de la vie, il ne faut pas, etc. Et on voit les pères plus fantaisistes. J'ai un témoignage amusant de roman américain de citer, mais je manque le temps. Ce qui est impressionnant aussi dans les témoignages que j'ai reçus, c'est ce qui manque quand il n'y a pas de père. Et malgré le peu de temps que j'ai, je vous lis un témoignage reçu d'une ancienne étudiante que j'avais donc sélectionnée parce qu'elle était une excellente étudiante, pas pour cette raison-là. Et elle me répond ceci. Mon père est parti du foyer familial il y a 1 an et demi, sans donner d'explication. Ma relation avec lui n'a jamais été bonne, et aujourd'hui, je refuse de le voir. En cherchant à répondre à votre question,
j'étais étonné de voir qu'aucune image ne me venait en tête. Je ne me rappelle pas mon père agissant en tant que tel. La seule image qui me vient de lui est celle d'un homme grand et mou, le dos voûté, les bras ballants, le regard vide, perdu je ne sais où, mais en tout cas jamais posé sur moi. Tout ce que je retiens de mon père est une grande indifférence et un manque d'amour douloureux. Je dirais même que j'ai l'impression de n'avoir jamais eu de père. J'ai plutôt le sentiment d'avoir été comme une mère pour lui, et ce poids a écrasé toute mon enfance. Un témoignage bouleversant qui montre bien que quand le père n'est pas le père, il manque vraiment quelque chose. Je termine donc par la portée spirituelle. Vous savez qu'en judéo-christianisme, surtout en christianisme, nous nommons Dieu Père. Cela a beaucoup de sens. En parenthèse, nous le nommons Père. Nous ne nous le représentons pas comme Père. Il n'a pas de barbe, Dieu. Il n'est pas masculin, il n'est pas viril. Mais ce Père non masculin nous oblige à approfondir le sens de la paternité. Et dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit un affinement du sens de la paternité très présent. Vous voyez, comme ce matin, je dirais, mes collègues historiens nous rabâchent que le sens de la paternité ne se serait développé, éveillé, cultivé qu'à partir du XVIIe siècle. Philippe Arié, c'est tout cela. Bon, moi je veux bien le croire, hein. Mais j'ouvre ma Bible, j'ai lu le psaume 103, qui remonte au moins au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et je lis « Comme est la tendresse d'un père pour ses fils. Tendre le Seigneur pour qui le craint. » Donc en méditant la tendresse du Père, Dieu, l'homme de la Bible médite en même temps la tendresse du Père homme. Et il y a un affinement du regard sur les pères humains, la tendresse paternelle est très grande dans la Bible, et que les premiers siècles chrétiens ont beaucoup cultivé. Ils ont converti l'image du pater familias romain, ils l'ont converti. Et le Moyen-Âge, toute la chrétienté a beaucoup affiné, travaillé le visage du Père. Donc chez nous, c'est un patrimoine, c'est un héritage important qui tient à notre spiritualité. Alors, trois traits donc spirituels du sens de la paternité. Le premier, donc, c'est le dépassement de la violence. Vous me direz violence, pourquoi? Eh bien, dans les mythologies, les relations père-fils ont souvent été violentes. Pensez à Zeus et ses enfants, Chronos et ses enfants, Oedipe et son père. Pourquoi? Parce que souvent la relation père-fils a été, et dans l'inconscient ça existe encore, une relation de rivalité. La psychanalyse de conflit, ou de jalousie, de violence. Et à cet égard, il est étonnant qu'en Occident, nous connaissions tous par cœur l'histoire d'Oedipe. Le mythe d'Oedipe domine la psychanalyse. Oedipe qui a tué son père, épousé sa mère, son père lui-même qui voulait dire le tuer, on l'oublie parfois. Laios voulait tuer Oedipe avant. Et donc, on connaît beaucoup cette histoire qui a forgé la psychanalyse, et beaucoup moins